Chronique mensuelle d'histoire de la franc-maçonnerie, publiée sur gadelu.info. Août 1804. Condamnation du régulateur du maçon. C'est quoi déjà le nom du mec qui parle de franc-maçonnerie sur YouTube là? Hervé H. Lecoq. Oh, c'est pénible à chaque fois. Faut taper son nom. Bon, tu sais quoi, je vais cliquer sur s'abonner, la cloche, toute. Comme ça, moi j'ai une notification à chaque fois qu'il publie une vidéo, tous les dimanches matin à 9h. Et puis tu sais quoi, je vais le faire aussi sur l'ordi de ma femme depuis la vidéo, comme ça au moins c'est réglé, elle arrêtera de me demander le lien. Hé hé. Le peuple veut-il l'hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe, légitime et adoptive de Napoléon Bonaparte? Nous sommes le 2 août 1804, 14 Thermidor en 12, et les résultats consolidés du dépouillement du plébiscite sur l'Empire viennent de tomber. Avec 40% de participation, les 2579 votes non n'arrivent pas à inverser les 3 572 329 votes en faveur du oui et donc de l'hérédité de l'Empire napoléonien promulgué le 18 mai 1804, 28 Floréal en 12, par Senatus Consulte. Pour l'anecdote, Bonaparte sera ainsi déclaré empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier, sans même attendre les résultats du plébiscite, tant ces résultats n'étaient qu'évidents pour les sénateurs. Et pourtant, en ce 2 août 1804, c'est une autre décision maçonnique cette fois qui est diffusée dans Paris et la France entière. Elle ne concerne ni le peuple de France, ni l'empereur, mais il en va alors de la survie de la transmission maçonnique telle que conçue dans ces années-là. Il est ainsi communément raconté qu'a été adoptée le 1er août 1804, 13 Thermidor en 12, une circulaire du Grand Orient de France condamnant l'impression et la vente de cahiers de grades maçonniques qui se diffusaient, jusqu'à présent, sporadiquement dans Paris depuis 1801, sous l'intitulé « Le Régulateur », et que l'on connaît désormais sous le terme « Le Régulateur du maçon ». Ce texte, pourtant méconnu de nos jeunes frères et sœurs, est un des éléments fondateurs du rite français tel qu'il est pratiqué de nos jours, alors que ses origines se fondent entre les années 1780 et 1804. Mais alors, si la condamnation publique du Grand Orient de France ne survient qu'en 1804, pourquoi parle-t-on du régulateur publié en 1801? Et le Grand Orient a-t-il vraiment interdit cette publication ou n'est-ce qu'un raccourci de l'histoire? Et ce régulateur fut-il vraiment rédigé à cette période ou avant la Révolution française? Malheureusement, pour répondre à toutes ces interrogations, il convient de resituer la publication dans sa période. C'est ce que je vous propose de découvrir ce mois-ci en vous présentant le contexte historique, puis en vous parlant de la fixation du rite français dans les années 1780, et enfin en évoquant cette prétendue interdiction de ce fameux régulateur. Le contexte historique républicain, consulaire et impérial. Aux ateliers mondains et philanthropiques d'avant la Révolution, la franc-maçonnerie impériale offre un visage sensiblement différent sous celle-ci, celui de la recherche de preuves d'honorabilité et de réussite. À l'aube de la Révolution, les effectifs se sont démocratisés dans de nouvelles loges, suite au rejet presque généralisé des anciennes plus conservatrices. Pour autant, tous les francs-maçons qui auront à vivre cette période ne sont pas du même avis en ce qui concerne la politique du Royaume de France. Contrairement à une idée répandue, tous les maçons ne souhaitent pas de changement de régime, ni même de modernisation de l'ancien. Ainsi cohabitent des Camus de Pontcarré et Lambert de Fronteville, hostiles à tout changement, avec un duc de Montmorency-Luxembourg favorable à la renonciation des privilèges financiers, mais pas au droit de vote par tête aux États généraux. Ceci sans compter les presque 30% de maçons nobles ayant émigré avant la fuite du roi qui se termina à Varennes. Notons qu'à la mort de Thomas Louis César Lambert de Fronteville, de la loge et chapitre Raoul à Pavilly, à sa mort donc sera retrouvé un manuscrit dénonçant un complot franc-maçon contre le roi, et encore aujourd'hui cité par les adeptes de la théorie du complot. Les loges sont à leur image. Certaines suspendent leurs travaux, faute de frères, puisqu'en fuite, d'autres s'adaptent et adoptent une farouche volonté de défendre la nouvelle République. Ça n'empêchera d'ailleurs pas la nouvelle structure de se méfier des sociétés secrètes ou discrètes, notamment par la peur de voir se développer un esprit contre-révolutionnaire. La Grande Loge cherche à se réformer, et même sous la titulature de Grand Orient, elle se verra contrainte de fermer ses portes en février 1793,
après que le duc d'Orléans ait donné sa démission le 5 janvier 1793, mais nous y reviendrons. Ainsi, la situation politique et civilisationnelle de la France n'était pas la meilleure qui soit. À l'été 1793, la Vendée était toujours en insurrection, la Corse s'était déclarée république indépendante, la Belgique était perdue, le Roussillon également. Il fallut attendre. Il fallut attendre la fin août pour que la situation aux frontières soit redevenue stable, notamment par la conscription pour les hommes de 25 à 30 ans et une épuration des généraux ayant servi sous la monarchie, et que les principales villes fédéralistes se soient rangées du côté de la République. Ceci se fit au prix d'une réorganisation des armées, mais aussi d'un durcissement du traitement de la population, notamment par les lois décrétant la peine de mort pour les accapareurs, et celle du 17 septembre relative aux suspects, les nobles, prêtres réfractaires, étrangers, parents d'émigrés, fonctionnaires en disgrâce et autres suspects fantasmés. Cette situation atteignit son paroxysme à l'instauration le 10 juin 1794 de la Grande Terreur, par une loi qui désignait le tribunal révolutionnaire de Paris comme seul capable de punir les ennemis du peuple dans les délais les plus courts et par la peine de mort. À cela s'ajoutait que s'il existait des preuves, il n'y avait même plus besoin de témoignages, et que l'accusé ne pouvait plus se défendre que par l'aide apportée par des jurés patriotes, sauf s'ils étaient conspirateurs, et auquel cas aucune aide à la défense extérieure n'était permise. La révolte parlementaire du 9 Thermidor qui provoqua la chute de Robespierre, Saint-Just et Camille Desmoulins, entre autres, scella le tout. Une certaine forme d'assouplissement revint, et vers 1795, les esprits s'étaient un peu calmés. La vie revenait. La peur d'une contre-révolution s'était atténuée et les travaux reprennent progressivement dans certaines parties de France. Notons par exemple en février le droit dans la sphère privée de pratiquer à nouveau le culte catholique. C'est alors le moment que choisissent des sans-culottes pour lancer des insurrections. En réponse à cela, sera institué un gouvernement nommé le Directoire. Ceci bien évidemment afin d'éviter le retour d'une certaine forme de dictature comme sous l'influence de Robespierre. Cette structure est composée de 5 directeurs, nommés par un conseil des anciens, plus de 40 ans, ils votent les lois, et un conseil des 500, ils proposent les lois. Ces conseils sont élus eux-mêmes par 30 000 électeurs, représentatifs des 6 millions d'hommes actifs de plus de 21 ans et payant l'impôt. Ce directoire nomme les ministres, fait exécuter les lois et dirige l'armée, la police. Pour aussi vertueuse qu'elle soit sur le papier, cette structure se révéla instable. La lune de miel entre le peuple et son gouvernement ne dura ainsi que 2 ans. Et aux élections de 1797, 68% des députés élus étaient monarchistes, 170 sur 248. La monarchie constitutionnelle revenait par la voie des urnes. Immédiatement, un directeur qui leur est favorable est nommé, François de Barthélemy. Les lois contre les immigrés et les prêtres réfractaires sont supprimées, et 2 camps se font face au sein du directoire. Barthélemy et Lazare Carnot d'un côté, et de l'autre, Jean-François Rebelle, ou Roubel, Louis-Marie de la Ravelière-les-Paux. Entre les deux, Barras hésite. Son hésitation ne tiendra pas lorsque le spectre d'une attaque anglo-monarchiste sera amené par l'arrestation d'un espion remis par un certain Bonaparte. Le commandant des armées de l'Ouest, Hoche, et le chef de bataillon Bonaparte, sans affectation à l'époque, sont demandés pour déjouer ce fameux complot anglo-monarchiste. Bonaparte, aidé de son futur beau-frère, Murat, organise la défense de la ville de Paris. Les assemblées sont occupées, les députés monarchistes arrêtés. C'est le coup d'État du 18 Fructidor. Un nouveau coup d'État suivra l'année suivante avec une menace de faire revenir la troupe, c'est celui du 22 Floréal en 6, le 11 mai 1798. Mais 1798, c'est surtout l'année du départ de Bonaparte en Égypte. Le pouvoir lui ayant fait comprendre que tout accès lui était fermé, l'envoie secourir officiellement le sultan de Mysore que les Anglais assiègent. Un voyage vers l'Inde en passant par Suez en somme. La campagne ne se passe pas exactement comme prévu, et de nombreux échecs viennent ternir les nombreuses avancées culturelles et scientifiques réalisées, souvent au prix d'un pillage systématique et d'une destruction involontaire de vestiges. Pour autant, en octobre 1799, Bonaparte revient en France, laissant son armée se faire massacrer à sa suite. Mais l'instabilité politique est si forte en France qu'elle balaye tout. On craint l'anarchie, voire pire, une nouvelle révolution. Le directeur Sieyès veut alors une réforme du système, en passant par une nouvelle constitution. Mais les levées de boucliers sont telles qu'il recherche à s'adjoindre l'aide de l'armée. L'homme est tout trouvé. Bonaparte.
C'est le coup d'État du 18 et 19 Brumaire, soit 8-9 novembre. Une menace anarchiste est prétextée. Le Conseil des Anciens est forcé à se déplacer à Saint-Cloud. Bonaparte est alors nommé commandant en charge de la défense de Paris et, par un ensemble de décisions stratégiques durant ces 2 jours, transforme un coup d'État parlementaire en coup d'État militaire. Un simulacre de démocratie est alors mis en place sous la tutelle de son frère Lucien, et à 21 h, le deuxième jour, le directoire est aboli et le consulat est mis en place. À sa tête, Napoléon Bonaparte et 2 autres consuls. Mais le vrai pouvoir sera exercé par Bonaparte. Jusqu'en 1802, il s'attellera alors à des projets qui peuvent paraître antinomiques, mais qui sont en réalité complémentaires. Sur le plan intérieur, le retour à la paix. Sur le plan extérieur, la guerre. Les deux sont dans la pratique complémentaires, car la paix civile est fédératrice et permet de soutenir la guerre. On commence alors par rappeler le clergé en France et instaurer la liberté de culte. 29 décembre 1799, 7 niveaux en 8. Avec ceci, on obtient l'aide du clergé pour pacifier la Vendée, début 1800. Par ailleurs, on interdit la vente des biens nationaux et on dépénalise les émigrés et leurs familles. Pour gérer les lois, 4 assemblées avaient été prévues par la Constitution de l'an 8. Le Conseil d'État, élaborant les lois, le tribunat, qui est discuté sans les voter, le corps législatif, qui les votait sans les discuter, et enfin le Sénat, qui réglait les conflits entre les 2 précédents organes. Mais pour exercer le pouvoir, 3 consuls siégeaient. Le plus important étant le premier consul qui pouvait promulguer des lois, nommer des ministres, des conseillers d'État, des ambassadeurs, etc. Et des tâches il y en eut à faire exécuter dans ces 2 années 1800-1802. Redécoupage des départements en arrondissements, cantons et communes, création des préfectures et sous-préfectures, création des conseillers généraux, création de la Banque de France et de la Légion d'honneur, bref. Sur les frontières, l'Autriche est battue à 2 reprises en 1800 et signera la paix à Lunéville. La paix sera également signée l'année d'après avec les Anglais lors du traité d'Amiens, noté à date du 25 mars 1802, nous en reparlerons. Mais outre-Atlantique, la reprise de Saint-Domingue est un échec, malgré 3 envois de troupes successives, et la France se désengage progressivement de l'Amérique du Nord, notamment par la vente de la Louisiane. En interne, l'opposition reste présente, moins forte que précédemment, mais existante. Cela conduit notamment à une épuration des assemblées, préparant le terrain à une prise de pouvoir en un seul nom. Cela sera fait en mai 1802 en seulement 6 jours, lorsque le tribunat souhaita récompenser le consul Bonaparte de son travail. Oh, comme c'est gentil! Le Sénat le suivit alors par un Senatus Consult, avis du Sénat, proposant un nouveau mandat de 10 ans pour le consul Bonaparte. Il arrivait à la fin de son précédent mandat. Oh, comme c'est pratique! Un arrêté consulaire soumet alors la question au peuple de France. Napoléon sera-t-il consul à vie? Sans en attendre la réponse, le tribunat vote alors le consulat à vie pour notre cher Corse, et sa confirmation arrivera le 2 août 1802 à la suite des résultats du plébiscite. 3 653 600 oui pour 8 272 non. Le 15 août, on chante un Te Deum, une prière festive et honorifique, à Notre-Dame de Paris. Tout le monde est content, sauf ceux qui sont morts dans l'expédition d'Égypte, mais on ne s'en soucie plus guère. Toutefois, le consulat à vie, c'est bien gentil, mais on n'a pas les coups des franches, aurait pu penser Bonaparte. Et sa recherche du pouvoir s'oriente alors vers une vision beaucoup plus personnelle et débarrassée de toutes ces assemblées qui ne font que le retarder dans la mise en application de ses décisions, forcément justes puisqu'elles viennent de lui. Et une fois encore, la divine providence frappe à la porte. Ainsi, le 27 mars 1804, 6 germinal en 12, les sénateurs François de Neufchâteau, Fouché, Vaubois, Vernier et Boissy d'Anglas font une proposition au premier consul. Ils déclarent ainsi: dans les villes, dans les campagnes, si vous pouviez interroger tous les Français l'un après l'autre, il n'y en a aucun qui ne vous dirait ainsi que nous: grand homme, achevez votre ouvrage en le rendant immortel comme votre gloire. Vous nous avez tirés du chaos du passé, vous nous faites bénir les bienfaits du présent, garantissez-nous l'avenir. Ce qui est proposé ici n'est rien de moins que l'hérédité de sa fonction. Cela sera confirmé par les différents échanges entre les corps de l'État qui sont réalisés dans la foulée. Tout ceci dans un formidable jeu de dupes qui ne trompe que ceux trop peu rompus aux manipulations politiques, à savoir le peuple. Toute cette farce aboutit le 18 mai à un Senatus Consult proclamant Napoléon Bonaparte empereur des Français sous le titre de Napoléon Ier, et comme il fut dit dans l'introduction, la chose est tellement entendue que l'on n'attend même pas les résultats du plébiscite demandé dans la foulée. Mais la chose était tellement inutile puisque le 2 août 1804, les résultats sont officiels.
Le oui l'emporte. Il faut alors être reconnu par le glaive spirituel. Cela sera chose faite en novembre, puisque le 28, le pape Pie VII arrive à Paris, et le 1er décembre, Napoléon est sacré Napoléon Ier, empereur des Français. Tout est désormais en place pour pouvoir parler du régulateur du maçon. Tout? Mais non, nous n'avons même pas encore parlé de franc-maçonnerie. Allez, courage. La fixation du rite dans les années 1780. Maintenant que nous avons dégrossi la situation profane, attardons-nous un peu sur la situation maçonnique de ces années-là en France. Tout commence en 1773, ou plus précisément encore en 1771, le 16 juin, lorsque Louis de Bourbon-Condé, comte de Clermont et grand maître de toutes les loges régulières de France, depuis 1743, meurt. Cela arrive même aux meilleurs. D'ailleurs, si les meilleurs partent toujours les premiers, que penser du fait que nous soyons toujours là? Bref. Louis-Philippe d'Orléans, duc de Chartres, dit le Gros, lui succède alors. Mais officieusement, car il faudra 2 ans pour qu'une assemblée validant cet état de fait par acclamation soit réunie le 8 mars 1773. On pourrait alors se poser la question de savoir pourquoi un tel délai? Bien, tout simplement parce que nous étions encore sous l'Ancien Régime, et que, suite à une décision politique, le duc n'était tout simplement plus autorisé à se présenter à la cour. En 1793, il sera un farouche partisan de la République, votera l'exécution du roi, mais ça n'empêchera pas d'être condamné à la guillotine en 1793 justement. On le connaît durant cette période sous le nom de Philippe Égalité. La situation de la Grande Loge de France, celle de l'époque, et je ne vous permettrai pas de me demander si elle a rapport avec la contemporaine, n'est pas des meilleures. Les hauts grades se sont multipliés, les loges sont désunies, les maçons français encore plus, voire ma parenthèse précédente, mais je me demande s'ils le furent un jour. La Grande Loge décide donc de remettre les choses à plat et le 24 mai 1773 est nommée la création d'un Grand Orient de France. À lui pour tâche de réformer les hauts grades, mais aussi les loges. Cela commencera d'ailleurs par la suppression de l'inamovibilité de la charge pour les vénérables maîtres, qui jusqu'à cette date étaient titulaires à vie, et par l'interdiction de se réunir dans les locaux profanes, entre autres choses. Une commission des hauts grades est créée dans la foulée, mais son action restera insignifiante, notamment pour des raisons de politique maçonnique. Il faudra alors attendre le 18 janvier 1782 pour qu'une chambre des grades puisse commencer un travail sérieux de révision et de refonte. Mais avant de s'attaquer aux hauts grades, il convenait de savoir comment déjà recevoir un apprenti correctement. Certains frères et sœurs pourraient encore de nos jours se poser la question. Le 26 janvier 1781, après déjà 2 tentatives infructueuses, la Grande Loge du Conseil du Grand Orient se réunit et confie aux 3 chambres d'officiers, la Chambre d'administration, la Chambre de Paris et la Chambre des provinces, le soin d'examiner des protocoles relatifs à la réception d'apprentis. Notez à ce propos que lorsqu'il peut vous arriver de lire le mot apprentif dans la graphie de l'époque, il ne s'agit pas d'un F, mais d'un S long. Il ne faut donc pas prononcer le F. Le travail commence donc officiellement le 9 février. 35 frères se réunissent et prennent une première décision, celle de proposer aux loges l'acceptation d'une réception à la suite d'un scrutin, ce qui n'était pas forcément le cas avant, et les chambres souhaitaient d'ailleurs laisser cela à la volonté des loges. Les mois passent et le travail avance lentement. On vote une décision, on y revient par la séance suivante, un long mouvement de va-et-vient qui fait qu'une quinzaine de réunions se succèdent, 16 pour être précis, et alors arrivé près du but, les 3 chambres décident de suspendre leurs travaux dans l'attente de la réponse d'une 4e qui vient de se créer, la Chambre des grades. Cette Chambre des grades n'ayant pour vocation que la refonte des hauts grades, qui n'existe pas, voyons, on se tue à vous le dire, fera ce que toute assemblée de hauts grades maçonniques ferait dans une telle situation. Elle laisse tout cela de côté et s'en désintéresse, attendant probablement que la divine providence remette le travail sur le métier. La chose arrive le 18 février 1783, lorsque le frère Charles Blaise Léon Milon demande à la Chambre des grades qu'il lui soit confié la rédaction du grade de maître. Et contre toute attente, cette rédaction lui est confiée. Bien naturellement, puisque le haut gradé, notre bon frère Milon, fait tout ce qu'il est naturel de faire dans une telle situation. Quelque chose qui n'a rien à voir. En effet, à la tenue suivante, il présente ainsi un grade d'apprenti. Les frères présents sont ravis, mais se souviennent que néanmoins c'est gênant. Il y a un travail similaire qui avait été fait il y a de ça 1 an par les 3 chambres. Elles demandent alors à ce que ce travail soit rapproché de celui qui avait été soumis précédemment.
Cela sera fait par le frère orateur de cette chambre des grades. C'est un frère que certains connaissent bien grâce au travail de Jacques du Chandler, à savoir Alexandre Rottier de Montalot. Le travail est présenté à la tenue suivante et applaudi comme il se doit. Pourtant, à bien y réfléchir, la chambre des grades se dit qu'il faudrait tout de même arranger certaines choses. On confie alors à un troisième frère, Jean-Pierre Graffin, de rédiger ce grade d'apprenti. Ce qu'il fait et qu'il présente à la tenue suivante. Cette version est approuvée. Mais toutefois, on se demande s'il ne faudrait pas modifier la formule du banquet. Un troisième frère est alors chargé de la tâche, le frère Louis-Georges Isaac Salier. Mais Rottier de Montalot et Million ne se sont pas arrêtés là. Ils ont en effet continué et présentent successivement un grade de compagnon, une instruction. Pourtant, arrivé au grade de maître, tout se corse. Montalot et Million semblent ne pas être d'accord sur le grade de maître, puisqu'ils présentent chacun une version. Montalot ira même jusqu'à mener une troisième version. La chambre des grades décide alors qu'il faut faire une synthèse de tout cela et confie la tâche au frère Rottier de Montalot. Rappelons que tout a débuté parce que le frère Million voulait présenter un grade de maître. Pauvre Million. Et là, vous pourriez me dire, mais les trois chambres, n'avaient-elles pas leur mot à dire? Ne prirent-elles pas ombrage que des frères d'une quatrième chambre firent le travail à leur place? Que nenni! Car là où est le miracle de la franc-maçonnerie, c'est que ses frères, Graffin, Millon, Salivé et Rottier de Montalot, en plus d'être membres de la Chambre des grades lors de cette rédaction de février 1783 à février 1784, sont aussi des frères qui avaient participé aux réunions des trois chambres de février 1781 à avril 1782. Quelle bonne blague! Car précisons que s'ils furent 35 à la première tenue, au fil des mois, ils n'étaient plus qu'une petite dizaine en 1782. Il est donc facile de s'imaginer que les frères se connaissaient bien et n'étaient pas forcément en concurrence. Nous sommes alors en février 1784 et le travail est semble-t-il accompli. Mais y a-t-il un travail maçonnique qui connaisse une fin? La Chambre des grades soumet donc aux trois chambres la somme de ses travaux. Tout semble alors verrouillé, le texte fignolé par Rottier de Montalot à chacun des trois grades est présenté. Et là, comme dans toute bonne assemblée de francs-maçons, on remet certains détails en question. On remet même beaucoup de détails en question, puisque les échanges durent 4 mois, jusqu'au 8 juin 1784, date à laquelle on pourrait penser que tout est terminé, que les rituels sont validés. Enfin, que nenni! Il faut alors présenter les rédactions et instructions à l'Assemblée du Grand Orient. Chose est faite le 24 juin, et décision est arrêtée qu'il faudra que 9 des loges parisiennes, les plus réputées, nomment un député par loge pour examiner chacun de ces cahiers. 3 par 3, elles annoteront et une synthèse sera faite. Naturellement, ces loges sont composées d'êtres humains. Naturellement, ces loges sont composées d'êtres humains. Naturellement, de francs-maçons spéculatifs qui se respectent. Le travail n'avance donc pas, et malgré les récriminations du Grand Orient, l'année d'après, Rottier de Montalot n'a toujours rien vu revenir. De plus, les loges se plaignent. Mais où sont ces rituels et règlements qu'on leur a promis et qui n'arrivent pas? Le Grand Orient se réunit alors exceptionnellement en juillet 1785 et l'explication d'un tel retard éclate à leur grand jour. Certaines loges en France ne souhaitent pas que les rituels soient fixés, car cela reviendrait à dire que la franc-maçonnerie qu'ils pratiquent chacun dans leur Orient n'est pas en quelque sorte la bonne. Le Grand Orient ne rompt pas, et après 12 années de rebondissements et autres tours de passe-passe, vote successivement le grade d'apprenti le 15 juillet, celui de compagnon le 29 et celui de maître le 12 août. Le 27 novembre 1804, Joseph Bonaparte devient nouveau grand maître et son frère Louis Bonaparte devient grand maître adjoint. La franc-maçonnerie peut débuter son âge d'or impérial. Notons par ailleurs que si cette répartition en 3 grades est quelque chose de commun pour nous, jusqu'aux années 1770-80, le grade de compagnon était souvent un grade tellement insignifiant qu'il était souvent conféré le même soir que celui d'apprenti. L'interdiction du régulateur? Le rituel est donc fixé. Demandez un Te Deum. Ah oui, mais non! Comment va-t-on faire pour le diffuser? Comment pourrait-on faire pour que les dépenses d'expédition et de création ne soient pas dispendieuses? Et comment éviter les divulgations? Le débat est alors farouche parmi les frères. Certains demandent une impression, d'autres crient au sacrilège et exigent que les rituels soient transmis de manière manuscrite. Pierre Mollier cite ainsi dans son ouvrage le frère d'Optin qui résume la situation en une seule phrase. L'impression porte le caractère de la publicité, le manuscrit au contraire, celui du mystère et du secret. Rappelons-le, la diffusion du rituel est alors interdite en Angleterre jusqu'en 1969, et celui-ci, quel qu'il soit, est tenu en très haute estime. Il s'agit pour eux de la transmission d'un savoir ancestral, presque sacré, n'ayant pas peur des termes. Ainsi,
en 1786, décision est prise de ne propager ce travail que de manière manuscrite, pour la somme de 45 francs. Pour avoir un ordre d'idée, Pierre Mollier rappelle que le salaire moyen de ces années-là, c'était 290 livres par an, soit un coût pour une loge d'environ 670 euros. Seules les loges ayant fait un don gratuit peuvent recevoir les exemplaires des cahiers en 2 envois. Toutefois, le risque est alors grand que des frères mal intentionnés n'impriment à leur tour une version modifiée. Bien évidemment, ça se produit en 1788, mais à une petite échelle sans diffusion majeure. Ensuite, la Révolution passe par là, la franc-maçonnerie entame son grand sommeil. Il faudra attendre le réveil progressif des loges dans les années 1800-1801. Je pense par exemple à la loge la Triple Union de Marseille, qui fut la première loge marseillaise à rallumer ses feux après la Révolution, voire même la première loge tout court, grâce à l'aide combinée de Jean-Baptiste Villermoz, mais aussi de Claude-François Achard, fondateur de l'Académie de Marseille, entre autres choses. Mais se pose alors un problème. Bien que les loges et les frères veuillent reprendre leurs activités, ils n'ont bien souvent plus aucun support écrit pour pouvoir le faire. La plupart ont été perdus ou bien brûlés durant les troubles. Se développe alors un commerce autour de rituels qui se vendent de loge en loge et qui font sortir certaines loges et le Grand Orient tout fraîchement réveillés de leur calme. À l'exemple de la loge de la Vraie Réunion qui, le 28 septembre 1801, cite le cas du frère Munk de Genève qui eut l'outrecuidance de proposer à la vente à la loge un prospectus pour la souscription d'un ouvrage en 2 volumes composé de 4 grades symboliques et de 3 hauts grades. Même si, je vous le rappelle, les hauts grades, ça n'existe pas, voyons. La loge est alors apparemment furieuse et traite le frère de toutes les insultes maçonniques possibles. Parjure, usurpateur du nom de franc-maçon, un ennemi de leur art dont le cœur n'a jamais brûlé de notre feu sacré. Heureusement, le frère est désavoué par sa propre loge, la constance éprouvée, le titre était prémonitoire, l'impression réussit à être évitée. Il n'y eut alors apparemment plus aucune édition jusqu'en 1804. Et là, le lecteur, encore assez réveillé pour continuer la lecture, pourrait se demander « Pardon, mais je croyais que le régulateur du maçon était daté de 1801. On m'aurait menti ?» L'historien se mettrait alors à rire et à triturer de manière compulsive sa barbe ou son stylo. L'historien n'adopte que 2 doudous gestuels possibles. Et vous répondrez, il faut toujours se méfier de l'adresse bibliographique, du péritexte, du paratexte et du colophon. Alors, après avoir battu l'historien durant de nombreuses heures à coups de barre de fer, l'historien sait se montrer persistant, voire obtus des fois, cet historien donc vous aurait révélé qu'il s'agit là des différentes parties d'un livre qui donnent des indications sur la date d'édition, son éditeur, etc. Par exemple, le curieux, qui voudrait rechercher le régulateur sur le net, trouverait une référence à un certain Prosper Moutier, comme s'il était l'auteur de l'ouvrage. Ce nom d'un illustre inconnu apparaît pour la première fois en 1862 dans le nouveau dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes, la plupart contemporains d'Edmond de Man. Rappelons qu'à l'époque, ce n'est pas forcément l'auteur qui reçoit la reconnaissance de la paternité d'un ouvrage, mais bien son imprimeur. De plus, Edmond de Man est le continuateur d'Alexandre Barbier, qui, avec son dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes composés, traduits ou publiés en français, avec les noms d'auteurs, traducteurs et éditeurs, est une référence sérieuse. Il est donc fort improbable que Prosper Moutier soit le réel auteur du régulateur. Nous avons vu qu'il s'agit en réalité des frères de la Chambre des Grades avec Rottier de Montalot en tête. Mais il est également, pour ainsi dire impossible, que le régulateur soit effectivement un rituel imprimé en 1801. Il peut avoir été collationné ou tout simplement annoté en 1801, mais sa publication et sa diffusion ne peuvent concorder avec cette date. Sinon, comment interpréter que le Grand Orient, dans sa haute conception des rituels manuscrits à l'époque, n'ait pas lancé une véritable inquisition pour en découvrir les coupables ? Pierre Mollier nous confie ainsi dans son ouvrage avoir lu la mention dans un grade de maître conformément à la loi du 19 juillet 1793, vieille date, le dépôt des exemplaires de cet ouvrage a été fait à la Bibliothèque nationale le 16 Frimaire en 12, soit le 8 décembre 1803. Ce n'est donc qu'en 1804 que des frères font remonter au Grand Orient l'information qu'un certain frère Guérin aurait commencé la promotion et la vente de grades, instructions symboliques et chapitres. Le frère est alors interrogé, mais il bat sa coulpe et se repent en promettant de ne plus recommencer. Dans son infinie bonté, ne riez pas, le Grand Orient le croit volontiers. Or, quelques jours plus tard, le souverain chapitre des Amis réunis de Nice annonce qu'un frère du nom de Brun a tenté de faire commerce de ses cahiers. Qui est-il ? D'où sort-il ? Quels sont ses réseaux ? Et là, je vous demande de vous souvenir de la réponse outrée de la loge de la Constance éprouvée. Cette même loge avait maçonniquement affirmé son désaccord et désavoué le frère Munk. Sauf que dans les signataires de ce message, il y avait un certain frère Brun. Il est alors immédiatement convoqué et à son tour, il fait acte de repentance. Mais pour autant,
Le Grand Orient est en alerte. Ils envoient donc une circulaire le 1er août 1804 pour tenter de faire disparaître tous les exemplaires restants. Il ne s'agit donc absolument pas d'une circulaire d'interdiction comme on peut l'entendre souvent, mais bien une circulaire d'avertissement fraternel à l'ensemble des frères pour permettre aux impolis de rentrer dans le rang. Pour preuve, découvrez la retranscription de cette circulaire qu'a réalisée Pierre Mollier dans son ouvrage. Depuis longtemps, nous gémissons avec vous des abus auxquels se sont livrés des individus que nous ne saurions reconnaître pour maîtres, puisqu'ils ont foulé aux pieds le premier et le plus sacré de leurs devoirs, soit en imprimant, soit en distribuant des instructions maçonniques. Nous avons signalé aux respectables loges de notre correspondance ceux qu'elles avaient le malheur de compter parmi leurs membres et qui se sont le plus opiniâtrement écartés de leur engagement maçonnique. Nous avons la satisfaction de vous annoncer qu'elles ont fait sur le champ la justice que nous avions droit d'en attendre. D'autres frères qui n'étaient qu'égarés se sont repentis et nous ont déclaré formellement qu'ils ne s'immisceraient plus sous aucun prétexte dans la vente et la distribution de ces objets. Nous avons cru, à l'égard de ces derniers, devoir passer la truelle maçonnique sur des fautes qui disparaissaient devant la franchise de leur aveu et de leur protestation de ne plus les commettre à l'avenir. Nous nous plaisons à croire que cette protestation est sincère. Mais si, contre notre attente, ces frères se permettaient de recommencer un commerce aussi scandaleux et de provoquer les loges et maîtres réguliers, nous comptons sur leur zèle ordinaire pour nous instruire de leurs nouvelles tentatives, afin de nous mettre à portée de faire disparaître, pour toujours, ces tâches qui n'auraient jamais dû souiller l'ordre. Mais apparemment, l'avertissement ne suffit pas, et le 12 novembre 1804, 23 Brumaire en 13, une nouvelle circulaire est adressée aux loges. Notre circulaire du premier jour du 6e mois de la présente année, 13 Thermidor en 12, avait pour objet de vous prémunir contre le trafic scandaleux qu'on s'est permis de faire de prétendus cahiers et instructions maçonniques. Nous avions espéré que ces spéculateurs, écoutant enfin la voix de leur conscience, abjureraient une erreur coupable. Notre confiance a été trompée, sinon par tous ceux que nous répugnons encore à vous nommer, mais par quelques-uns. La vente, ou plutôt la prostitution des cahiers et instructions se continue et offre chaque jour un sujet de scandale qu'il est de notre devoir d'arrêter. Nous vous informons en conséquence que le Grand Orient méconnaît et désavoue formellement tout cahier et instruction maçonnique qui ont pu ou qui pourraient circuler à la faveur de l'impression. Quelques rapports, quelques concordances qu'il présente avec ceux émanés de son secrétariat, munis de la signature du secrétaire général ou du garde des Sceaux, et envoyés directement aux loges et chapitres sur leur demande. Et à elles seules appartient le droit d'en répandre la communication par la voie de l'instruction seulement. Nous vous invitons à proscrire tous ceux monuments infidèles d'une honteuse cupidité et à ne pas permettre que les maîtres jaloux de bonne foi de s'instruire y puiseraient avec l'exemple du parjure les erreurs qui tendraient infailliblement à jeter le désordre dans les mystères dont l'étude est réservée aux vrais enfants de la lumière. Ainsi, ce n'est donc pas tant ce qu'il y a dans cet imprimé qui révulse les dignitaires de l'époque, mais bien cette sorte de profanation, comme le dit Pierre. Et ce n'est d'ailleurs pas une interdiction de propager ces cahiers qui est faite, mais bien une réprobation contre les frères, dont découle une sanction théorique pour tout frère qui s'en rendrait complice. D'ailleurs, les 2 années suivantes, à l'occasion de communications pour la Saint-Jean, des circulaires le rappellent. Or, dès 1807, les communications n'en font apparemment plus mention, et en 1809, une réédition se fera. Est-ce que le mal ayant été fait, il n'y a plus rien d'autre à faire? Est-ce que le fait qu'il sera toujours fait note d'une année de publication en 1801 réussit à leurrer les frères? Nous ne le saurons jamais. Rottier de Montalot mourra quelques années plus tard et progressivement ce rituel passe dans l'oubli en l'espace de 50 ans au profit de certaines conceptions tenant plus du délire symbolico-maniaque comme dirait Roger Daché. Redécouvert dans l'entre-deux-guerres par Émile Grossier et ses frères, il sera le point de départ d'une renaissance de la découverte des sources du rite français par les textes avec des frères comme notamment René Guilly. Mais ce régulateur, il y a quoi dedans pourriez-vous me dire? Eh bien nous allons aborder là un point qui me paraît essentiel. Le commun des frères et des sœurs ne connaissant pas le rite français n'auront probablement jamais l'occasion de le savoir, et c'est un scandale. Vous comprendrez donc dans ce contexte qu'il me serait très malvenu de vous résumer le rituel contenu dans cet ouvrage. Pour autant, permettez-moi de vous narrer quelques annotations très intéressantes et qui, en guise de préconclusion, permettront à chacun de continuer la réflexion. Tout d'abord, l'adoption de la planche tracée ne se fait pas en début de tenue, lorsque les frères découvrent ce que le frère secrétaire a écrit chez lui à partir de ses notes. Durant la tenue, le secrétaire prend des notes sur une esquisse, s'évitant ainsi d'avoir fait des ratures sur le cahier officiel de la loge. À la fin de la tenue, il procède donc à la lecture de celle-ci, et si des frères souhaitent ajouter ou au contraire ne pas voir figurer des éléments, il le précise. Tous ceux qui ont déjà travaillé sur des cahiers de loge de l'époque comprennent aisément pourquoi. En effet, à l'époque, les cahiers à ligne n'existent pas.
Les feuilles reliées sont vierges et il est demandé une certaine concentration pour réaliser des pages correctes, tracées à la règle et au crayon pour avoir un support de droiture. C'est un travail long et qui nécessite donc de ne pas avoir à le refaire régulièrement. C'est aussi probablement une des raisons pour laquelle les planches tracées sont des fois si courtes pour résumer une tenue. Nous n'en étions pas à l'ère de l'ordinateur où une erreur est facilement corrigée sur le traitement de texte. Mais ce que cela entraîne nous concerne directement, car si le fond a déjà été débattu à la fin de la tenue, il est donc naturel de voir inscrit en note, nota, les observations ne peuvent concerner que la manière dont la planche est rédigée. On ne saurait rien changer au fond qui a été irrévocablement arrêté dans la dernière assemblée. Vous trouvez donc l'origine du fameux vous ne jugerez que sur la forme et pas sur le fond. Quelques pages plus loin, une note attire notre attention. À l'occasion de la réception, le récipiendaire, correctement préparé, si vous êtes profane, débrouillez-vous avec ça, va rentrer en loge. Et il est marqué en note de bas de page, si la saison est rigoureuse, on pourra le couvrir d'un manteau. Si la saison est rigoureuse. Nous sommes à la fin du petit âge glaciaire. Le XVIIIe siècle est particulièrement froid, si froid qu'au début du XIXe, en 1816 pour être précis, il neigea même en été dans l'hémisphère nord. Sans compter que l'isolation des bâtiments n'était pas la même à l'époque, ainsi que son chauffage. Il est fort à parier que certains frères aient attrapé froid en se faisant recevoir en hiver, effectivement. Un autre élément reflétant les us et coutumes de l'époque est à noter. Lors du banquet, il t'est fait mention ceci. Chacun se verse à boire comme il lui plaît. Si quelqu'un par régime ou par goût buvait de l'eau, rien ne devrait le contraindre à changer son usage. Vous comprendrez donc pourquoi il n'y avait que cette santé. En conclusion, il fut un temps où les éditeurs de livres symboliques, les organisateurs de salons de livres maçonniques et autres blogueurs monétiseurs n'auraient pas pu tenir commerce. Par jure, ils auraient été finis, dénoncés probablement et jetés aux érignies du respect des valeurs morales de la franc-maçonnerie dans ce cas-là de plus pur. Mais ce qui est le plus important à retenir, c'est la méconnaissance des jeunes maçons sur des rites qui ne sont pas les leurs. Ainsi, un maçon écossais pour l'année 1804 pourra alors vous parler de l'implantation de son rite en France, avec le premier suprême conseil pour la France, puis l'établissement d'un concordat avec le Grand Orient. Pour autant, ce texte mal connu est une des fondations du rite français, qui est, rappelons-le, l'une des composantes de la mosaïque des rites traditionnels. Et pourtant, même si l'on sait qu'en 1804 il s'est passé quelque chose, ce n'est qu'en se confrontant au texte que non, cette année-là, il n'y eut pas d'interdiction de cet ouvrage, mais bien une condamnation de la pratique des frères qui en faisaient commerce. Et c'est là tout l'essentiel du détail, car cela pose la hauteur de la conception que les maçons avaient à l'époque de la franc-maçonnerie. Une leçon que nous devrions parfois remettre au goût du jour, à défaut d'y perdre notre crédibilité.